L'examen du projet de loi de finances de la sécurité sociale a commencé depuis lundi et va durer toute cette semaine au Sénat. Ce sujet est évidemment très important quand on voit la situation. La première des choses qu'on peut constater, c'est que le gouvernement a fait un choix, c'est de mettre toutes les dépenses liées au Covid, qu'il s'agisse du fonctionnement des hôpitaux, du système de santé ou du chômage partiel, toute une série de très grosses sommes sont mises dans le déficit de la sécurité sociale. Il aurait pu y avoir un autre choix, mais tout cela n'est pas neutre, parce qu'on le voit déjà dans les propos et du ministre Véran et plus encore de la droite. Le discours commence à venir. Comme le déficit de la sécurité sociale va être abyssal, il va falloir reprendre des réformes pour combler ces déficits. Et dans l'esprit de la droite comme celle du gouvernement, c'est finalement revenir au recul austéritaire dans l'hôpital public et revenir aux reculs sociaux, notamment s'agissant des retraites. D'ailleurs, le débat d'hier a été hélas très révélateur sur ce point. La droite faisant des amendements pour demander que l'âge de la retraite passe à 63 ans et que par ailleurs on rallonge la durée du travail. Tout ça est évidemment lié au fait que non seulement on met en place des dépenses qu'on a fait peser de la crise du Covid sur la sécurité sociale, mais pour, entre guillemets, aider les entreprises, on le fait d'ailleurs sans contrepartie, on exonère ou on réduit les cotisations sociales, donc on assèche les recettes. Et alors, tout le monde de se gousser sur le déficit abyssal, vertigineux de la protection sociale. Il faut qu'on soit extrêmement attentif pour que ne reviennent pas ces démons qui nous ont amenés aux impasses dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. La première des choses qu'il faut observer, c'est que la plupart de ces baisses de cotisations sociales ou d'exonération sont faites sans aucune contrepartie ou garantie, s'agissant de l'emploi, de la reprise d'investissement à terme. Bref, on n'est pas du tout certain qu'une partie de ces sommes non négligeables soit finalement en pertes et profits pour la nation. Ce budget est donc un budget qui pose déjà un énorme problème stratégique parce que non seulement, comme je vous l'ai dit, l'essentiel des dépenses du Covid sont mis dessus, mais plus encore, on est dans l'incertitude sur les impacts de la deuxième vague. On peut de ce point de vue dire que ce budget n'est pas sincère et on n'a pas le sentiment qu'il a été bien, disons, évalué, quel pourrait être l'impact de cette deuxième vague. La deuxième chose qui est très alarmante dans ce budget, c'est qu'en dépit des grandes déclarations qui sont faites, notamment sur la hausse de 12 milliards, en parlant des impacts du Ségur, en réalité, derrière ces chiffres, c'est encore une économie d'1 milliard d'euros qui est demandée à l'hôpital public. D'ailleurs, que ce soit le comité interhôpitaux ou le comité interurgence, ils ont fait une étude très détaillée des engagements qui avaient été pris au Ségur et qui ne résolvent loin de là pas tout quant à l'avenir de notre système d'hôpital public et de notre système de santé, et qui comparent les sommes qui sont prévues à cet effet. Eh bien, il manque à minima 2 milliards d'euros. Et nous, le groupe CRCE, qui travaillons depuis des années, plus généralement, pas simplement sur l'hôpital, mais sur l'évolution des dépenses de santé, on a toujours dit que le fameux ONDAM, c'est-à-dire l'indexation des dépenses budgétaires de santé dans le budget, augmentait, si je vais dire, automatiquement de 4,4%. Pourquoi automatiquement? Parce que d'une part, on a l'évolution des prix, d'autre part, on a l'évolution des publics concernés, avec évidemment de plus en plus de gens plus âgés, et d'autre part, heureusement, c'est une avancée civilisationnelle, les affections de longue durée durent plus longtemps, on les traite mieux, mais elles coûtent, et c'est bien normal. Les progrès technologiques aussi ne sont pas des économies, dans bien des cas, ça accroît le coût des prestations. Alors, en fait, il manque, de notre point de vue, 4 milliards à ce budget, et par ailleurs, à minima, si on veut ne serait-ce que tenir les engagements pris par le gouvernement, 2 milliards seraient indispensables. Je le répète, le bilan des courses derrière tous ces chiffres,
c'est qu'on va demander en 2021 à l'hôpital public de faire une économie de 1 milliard d'euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va poursuivre la fermeture de lits et d'établissements. Ça veut dire que l'on va, tirer sur le fonctionnement ordinaire et poursuivre ce qui est dramatique dans nos hôpitaux, la faiblesse des investissements qui sont indispensables pour leur modernisation et le confort des patients. C'est inacceptable. Derrière le drame que nous vivons, on est en train de continuer une politique. Demain, ce sera comme avant. Les mêmes dérives, les mêmes conséquences, les mêmes impasses et les mêmes drames pour la société française. Il est temps de se réveiller. Nous devons exiger un changement de cap pour nos hôpitaux. Alors on nous dit, ah, ça coûte cher. Je parle de 2 à 4 milliards. C'est rien comparé aux 414 milliards d'allégements et d'aides qui sont donnés, mais on n'y a pas du tout de volonté du gouvernement de chercher des recettes. Rien sur l'impôt sur la solidarité, rien sur la taxation des GAFAM qui se remplissent les poches à mesure de ces confinements. Pas de souci non plus d'essayer de regarder dans l'industrie du médicament comment on peut mieux réguler les prix tout en relocalisant d'ailleurs. Enfin, par contre, ils trouvent des, entre guillemets, recettes. Alors, les recettes, il y a en particulier l'augmentation du forfait urgence, c'est-à-dire quand les gens vont aller dans les urgences, ils vont devoir payer un forfait. Alors, inutile de vous dire, c'est toujours la même logique. La restriction de l'accès aux soins par l'argent, en disant ça va réduire les dépenses puisqu'il y aura moins de gens qui vont qui vont utiliser les urgences. Sauf que les gens aisés, ils n'auront rien à faire, ils iront quand même aux urgences, même s'ils payent le forfait. Et les gens qui ont le plus besoin d'un accès aux soins, qui sont souvent en difficulté financière, pour eux, ce sera la croix et la bannière. Ça n'est pas l'idée qu'on peut se faire dans notre République de l'égalité d'accès aux soins. Et donc, on doit travailler sur des solutions alternatives au passage direct des urgences, des maisons de santé de proximité, etc. Mais tout ça ne va pas se faire du jour au lendemain. En tout cas, pour l'heure, ni ISF, ni taxation des GAFAM, et on fait payer les gens aux urgences. Cherchez l'erreur, et c'est pas ainsi qu'on va régler les énormes problèmes de l'hôpital public. Donc nous allons, dans ce PLFSS, il y a d'autres sujets, bien sûr, il y a les EHPAD sur lesquels je vais beaucoup me mobiliser, sur le prix et l'accès et la production en France de médicaments, qui est un autre sujet important. Il y a tout le combat contre la précarité, et en particulier le chômage des personnes qui sont les intermittents de l'emploi. Bref, pendant toute cette semaine, nous aurons l'occasion de nous retrouver pour voir comment évolue ce programme budgétaire de la sécurité sociale. Hélas, l'alliance entre la droite et la République en marche nous laisse penser que ça va mal se terminer, puisque la pensée libérale n'a pas reculé en dépit de son échec patent.